Dans l'un des plus grands hôpitaux de la capitale, Nairobi. Arrivée juste la veille, Melinda Gates est sur le terrain pour comprendre les problèmes du pays. Combien de lits avez-vous au total? Nous avons une capacité de 200 lits. Et la plupart du temps, nous avons bien plus de 200 patients. Très impliquée dans les questions de santé, elle a voulu visiter ce service qui reçoit en urgence des enfants extrêmement malades. Ça, c'est un bébé qui a été admis pour une pneumonie très grave. Mais comment avez-vous su qu'il avait besoin de venir ici pour des soins? Vous savez, j'ai l'habitude de venir ici quand mes enfants sont malades. Il avait du mal à respirer à la maison? Beaucoup de mal, beaucoup de mal. Bon, je suis très contente qu'il aille mieux. Félicitations. Faute de moyens, les maladies pulmonaires font des ravages en Afrique. Plus d'1,5 million de morts par an chez les enfants de moins de 5 ans. Ici, chaque jour, des vies à peine commencées se terminent. Mais aujourd'hui, la Fondation Gates pense avoir trouvé la solution. Avec ses milliards de dollars, elle a convaincu un laboratoire pharmaceutique américain de mettre au point ce vaccin parfaitement adapté aux enfants des pays en voie de développement. Les premiers lots viennent d'arriver au Kenya, l'aboutissement de plusieurs années de travail. Nous pensons avoir sauvé 5 400 000 vies d'enfants à ce jour. Oui, c'est ça, tuer les enfants, oui. Un jour un vaccin contre le sida. Les diables que vous êtes. C'est le but ultime pour Bill et moi. Nous voulons trouver un vaccin contre le VIH et nous y arriverons. De votre vivant? Oui, de mon vivant. Vraiment? Oui. Avec leur fortune personnelle. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, la dame? Nous allons tout faire pour trouver le vaccin contre le sida. Mais en réalité, moi j'ai des oncles qui travaillent à l'OMS. Moi j'ai les parents des amis au Congo-Brazzaville, des Tchadiens, à l'époque, 92, 96, 98. Mais des amis qui étaient là-bas m'ont bien fait savoir. Leurs parents m'ont très bien fait savoir qu'ils sont des médecins à l'OMS. Qu'il y a le remède contre le sida. Mais ils ne veulent pas le mettre dans le marché. Parce que le sida n'est pas une maladie qui est arrivée comme ça. C'est l'homme occidentaux, 666 qui ont fabriqué ce virus. Le virus du sida était un virus fait pour exterminer le peuple noir en Afrique. Mais ils ne peuvent pas utiliser ce virus à fond la caisse et d'autres grands virus qu'ils ont parce qu'ils savent s'ils essayent de le faire, ils vont être attrapés et ça va être grave pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout doucement en injectant des virus en Afrique. Alors vous avez vu, ils ont pris le petit tube en montrant, le petit tube pour sauver l'humanité, mais grandement faux. Dans ce petit tube, il y a quoi? Il y a le poison pour stériliser les femmes et les enfants. La vérité, elle est bonne à dire. Il faut stériliser les femmes et les jeunes. On leur met ça, quand les jeunes vont grandir, ils ne vont pas concevoir. Le plan est bien calculé. Nous repartons avec le direct là, le direct des démons. Melinda et Bill Gates se sont lancés un incroyable défi, s'attaquer aux maux de la planète. La misère et l'urbanisme anarchique, les problèmes d'hygiène et de maladie, la malnutrition et l'absence d'eau potable. Et pour cela, ils ont mis en place un outil hors du commun, à des milliers de kilomètres de là. C'est à Seattle, au nord-ouest des États-Unis, que leur fondation s'est installée. Tout près du siège mondial de Microsoft, là où Bill Gates a fait fortune. Elle existe déjà depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils sont 900 à travailler sur des projets dans le monde entier, sous l'autorité du couple Gates. Parmi eux, Apoorva, 35 ans. Sa mission, éradiquer la polio, l'une des maladies les plus meurtrières de l'histoire.
Si on y arrive, ce sera seulement la deuxième maladie de l'histoire à avoir été éradiquée après la petite vérole. C'est un objectif très ambitieux. Combien d'argent a été investi par la Fondation? On a investi plus d'1 milliard d'euros sur l'éradication de la polio. C'est l'une de nos grandes priorités. Le budget annuel de la Fondation, 3 milliards de dollars, soit 2 milliards et demi d'euros, plus que l'OMS ou l'UNICEF. Depuis son quartier général aux États-Unis, elle affiche des ambitions sans précédent pour la santé des populations les plus pauvres, vaccins, médicaments, éducation à l'hygiène. La Fondation Gates n'agit pas directement auprès des populations. Elle choisit et finance des milliers d'organisations à travers le monde, en Chine, en Lituanie et même en France, avec une vingtaine de bénéficiaires. Mais c'est en Afrique que ceux-ci sont les plus nombreux. Au Kenya, ce jour-là, Melinda Gates est venue les rencontrer. ONG, équipe de chercheurs, universités, hôpitaux, ils sont tous là pour rencontrer leur bienfaitrice. Le projet que je dirige reçoit de la Fondation environ 2 millions d'euros. Le mien, c'est environ 3 millions d'euros. Nous avons reçu 18 millions d'euros de dons. Je trouve que cette générosité est incroyable. Incroyable, nous avons beaucoup de gens fortunés dans ce monde, mais Melinda a été très généreuse. Mais attention, en échange de sa générosité, la Fondation donne des objectifs très ambitieux à ses bénéficiaires. Et là, mieux vaut être à la hauteur. Exemple, dans ce labo américain dirigé par un chercheur allemand, Stefan Kappe, avec son équipe, il a pour mission de s'attaquer à une maladie qui tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, le paludisme. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle le réservoir à insectes. C'est ici que nous conservons les moustiques infectés. Normalement, nous n'avons pas de moustiques qui volent en liberté. Mais l'un d'entre eux peut toujours s'échapper et s'il vous pique, vous attrapez le paludisme. Chaque année, Stefan Kappe reçoit près de 15 millions d'euros de la Fondation Gates. Près de 75 millions en 5 ans qui lui permettent aujourd'hui de tester un vaccin prometteur contre le paludisme. Je pense que ça aurait été possible sans cet argent, mais cela aurait pris 25 ans. Avec la Fondation Gates, on y est arrivé en 4 ou 5 ans. Sans, ça aurait été bien plus long. La Fondation ne se contente pas de donner beaucoup d'argent. Elle met sur les épaules des chercheurs une pression sans précédent. Objectifs chiffrés, planning, délai à tenir. On doit réussir certaines choses avant une certaine date. Il est impatient, mais c'est bien. Je suis impatient aussi. Je veux trouver un vaccin et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. C'est vrai, nous avons de grands rêves. Nous sommes toujours ambitieux dans le travail que nous faisons. Le projet d'un vaccin contre le sida, contre le paludisme, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais chaque année, nous constatons que la mortalité infantile, elle, baisse vraiment, que la maladie recule et que les enfants peuvent se réaliser, parce que quand ils sont en bonne santé, ils peuvent aller à l'école. On sent que le monde va mieux, mais ça ne va jamais mieux assez vite. Et ça, c'est dur à accepter quand on est sur le terrain. Alors, on se présente comme des optimistes impatients. Optimistes parce que nous savons que les choses avancent, mais impatients parce qu'on sent que ça pourrait aller plus vite. Alors comment et pourquoi cet homme est-il devenu le philanthrope le plus généreux de tous les temps? Retour en 1975. Le jeune Bill crée une petite société Microsoft avec son ami d'enfance, Paul Allen. L'informatique est en plein boom et les deux ingénieurs vont réussir à imposer leur système. MS-DOS, puis Windows, qui envahit la planète. 9 ordinateurs sur 10 vont en être équipés. En 1996, Bill devient l'homme le plus riche du monde, à seulement 41 ans. Fortune estimée plus de 50 milliards d'euros. Il épouse une de ses employées chez Microsoft, Melinda. Ensemble, ils auront 3 enfants. Si vous voyez à quel point nous avons eu de la chance, à un niveau vraiment extraordinaire. Nous considérons que notre responsabilité est immense. Nous estimons que les énormes gains que j'ai tirés de la direction de Microsoft doivent retourner à la société.
essayer de la rendre plus égalitaire, afin d'améliorer la vie des gens. Le géant de l'informatique crée alors sa fondation, d'abord pour aider les écoles et bibliothèques américaines. Mais en 2000, il décide de voler au secours de la planète entière, en s'engageant à donner 95% de son incroyable fortune. Cette générosité, Bill Gates l'aurait-il reçue en héritage? À Seattle, nous avons retrouvé Linda Mathias. Bénévole au sein de United Ways, elle a passé sa vie à aider les déshérités de la ville et a bien connu les parents de Bill Gates. Le père de Bill Gates était un leader très influent dans la communauté. Quand les gens voyaient cet avocat en pleine réussite, très brillant et très investi dans la communauté, donner de l'argent, alors ils se disaient, si lui il donne, nous aussi on doit le faire. Et sa femme, Mary, était de la même trempe. Marie et Bill Senior deviennent célèbres pour leur engagement et au siège de l'association, leur fils. Sans vous interrompre, Bill Gates, son père avocat, sa mère également beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'ils se sont fait que l'argent dans le domaine d'avocat? Non. Mais les pillages des minéraux pendant la colonisation, des missionnaires américains, missionnaires français, missionnaires belges, qui allaient pour, soi-disant, coloniser l'Afrique, mais qui n'était que derrière la colonisation de l'Afrique, n'était que la coopération de trafic immense des minéraux en Afrique. La vérité doit être dite. Il est temps que le peuple africain puisse comprendre rien que la vérité sur la vérité, ce que Bill Gates est en train de faire. Mais c'est normal qu'il fasse sortir l'argent, mais l'argent, est-ce qu'il le fait sortir dans le bon cadre pour aider les vies humaines en Afrique? Non. Il fait sortir l'argent pour la destruction massive du peuple africain. Mais en échange, quand Bill Gates va voir les chefs d'État, comme à l'Élysée, on a vu, il est allé voir les présidents de la République. Mais il va en même temps aux États-Unis, à la Maison-Blanche et ailleurs. Vous croyez quand il va voir les présidents, vous croyez que Bill Gates ressort les mains vides? Il ressort avec des grosses enveloppes. En échange, ce que Bill Gates donne en Afrique en faisant croire que c'est un bon sauveteur, derrière on lui remet l'argent mais en double ou en quadruple. Et Bill Gates, derrière le bienfait qu'il est en train de faire, il se cache beaucoup de mascarades. Il est en RDC. En RDC, il y a plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, plus de 15 millions de morts. Est-ce que Bill Gates a dit aux casques bleus qui sont là-bas? Et est-ce que Bill Gates a dit au patron de l'ONU que ça devrait cesser? Mais Bill Gates est content. Mais parce que, qu'est-ce qui se passe? Microsoft, ils ont besoin du coltan, ils ont besoin du cobalt. Mais il faut comprendre, nous ne sommes pas bêtes. Maintenant, il est temps. Les Africains, quand ils verront l'homme blanc en Afrique, il ne faut plus que les Africains s'accourbissent vers l'homme blanc. L'homme blanc, après Satan, moi je l'ai toujours dit, après Satan, c'est l'homme blanc. Il faut dire la vérité. Est-ce que tout Africain peut parler comme moi je parle? Il y a pas mal qui ont peur. Mais peur de quoi? Est-ce que l'homme blanc, c'est Dieu? Est-ce que l'homme blanc, c'est le maître de la terre? Mais ouvrez les yeux. I have a dream. J'ai fait un rêve. Le charisme que Malcolm X avait, le charisme de Martin Luther King qui avait. Moi, j'ai le quadruple. Moi, personne ne me fait peur. Et je dirai toujours la vérité comme il faut le dire. Et qu'ils sachent se faire voir ailleurs. Ces Illuminati démoniaques, ces francs-maçons démons. Et ces francs-maçonneries qui exterminent le peuple africain. Le petit Bill est aux premières loges.
Il s'asseyait près de mon bureau quand il avait 8 ou 9 ans. Quand son père et sa mère venaient pour des réunions, il lisait les livres qu'il avait ramenés. Il prenait des notes. Je n'aurais jamais pensé que j'avais l'homme le plus riche du monde assis à côté de mon bureau. Je pense que son père et sa mère lui ont donné le bon exemple. Ah, je pense que ça aide d'avoir des parents qui avaient l'habitude d'être généreux. Les parents étaient des grands bénévoles, ils donnaient beaucoup d'argent aux causes. Ils ont même envoyé des courriers ou signé des pétitions pour les campagnes. Donc oui, ça a mis en moi l'idée que si je gagnais de l'argent, je devrais en redonner une partie. Tradition familiale, mais peut-être aussi besoin de redorer son image. Car le débutant en philanthropie connaît au même moment les foudres de la justice américaine. Des procès contre la multinationale Microsoft accusée d'imposer ses produits et qui devient rapidement le symbole de la multinationale avide et sans scrupules. Dans les années 90, Bill Gates n'était pas du tout considéré comme étant quelqu'un de généreux. Il était vu comme un requin de l'industrie, un capitaliste brutal, et il était en guerre avec le gouvernement américain pour des affaires de monopole qui se sont ensuite étendues jusqu'en Europe. Il n'avait pas vraiment une bonne réputation en tant qu'homme d'affaires. Quand il a commencé à donner de l'argent, beaucoup de gens ont pensé que c'était cynique, juste un moyen de se refaire une image. Bill et moi ne ferions pas tout ça pour changer notre image. On s'est toujours investi pour rendre le monde plus juste. Je ne crois pas que travailler sur la diarrhée améliore mon image. Et je me fiche que ce soit le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de doute sur la sincérité de Bill et Melinda Gates. Mais c'est maintenant le financement de la fondation qui est au cœur des polémiques. C'est en Californie que nous sommes allés rencontrer Charles Spiller. Ce journaliste a jeté un énorme pavé dans la mare en signant pour le Los Angeles Times cette enquête de plusieurs mois sur les comptes de la fondation. Bill et Melinda Gates ont décidé de faire don de leur fortune, mais pour l'instant, ils ne dépensent que les intérêts et les dividendes de celle-ci. La fondation Gates a mis en place un système digne des meilleures entreprises de Wall Street. Les 67 milliards de la fondation ne sont pas dépensés. Ils sont confiés à un fonds d'investissement qui les fait travailler dans des centaines de sociétés pour générer encore plus d'argent. Seuls les intérêts sont dépensés pour financer les actions de la fondation. Le capital, lui, ne bouge pas. Mais en regardant de plus près les entreprises dans lesquelles la fondation investit son argent, Charles Spiller a fait une découverte surprenante. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une partie très importante de l'argent de la fondation Gates est investie dans des entreprises qui contredisent directement les nobles objectifs de leur travail de philanthropie. Ce n'est pas seulement qu'ils sont éloignés de ces objectifs, mais ils créent la misère ou les problèmes de santé que la fondation Gates est déterminée à combattre ou à résoudre, et en particulier pour les gens dans les pays pauvres, mais aussi pour les pauvres en général. Sur ces listings, qui recensent les placements de la fondation, près de 10 milliards de dollars sont investis dans l'industrie de l'armement, mais aussi dans des banques accusées d'avoir causé la crise financière aux États-Unis, ou encore dans des multinationales qui bafouent le droit du travail, et des géants du pétrole qui polluent la planète. Dans son article, le journaliste raconte l'histoire de Justice Atta, un petit garçon nigérian vacciné par la fondation Gates, mais qui vit tout près de cette raffinerie. Il a une très mauvaise toux et des problèmes respiratoires chroniques, comme la plupart d'ailleurs des enfants de cet endroit. Les scientifiques et les autorités sanitaires les imputent aux fumées massivement rejetées par les raffineries environnantes. Des raffineries qui rapportent des millions et des millions de profits à la fondation Bill et Melinda Gates. Publiée à la une de l'un des plus grands quotidiens américains, l'enquête a fait l'effet d'une bombe et déstabilisé la fondation. Mais aujourd'hui, le Big Boss a tout oublié.
Une question à propos de l'enquête de Charles Miller dans le Los Angeles Times. Qui? L'article du Los Angeles Times en 2007. En 2007? Oui, il montrait les contradictions entre les investissements et les actions de votre fondation. Ok, je suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Vous avez un œil sur les investissements faits par la fondation? Je dirige la personne qui s'occupe des investissements. Donc vous avez un œil. Oui, bon, je regarde pas tout dans le détail. Je suis organisé de façon complexe. Vous voyez, cette équipe fait du très bon travail. La seule chose que nous demandons à notre fonds d'investissement, c'est d'éviter l'industrie du tabac, parce que le tabac n'est pas très utile en termes d'amélioration de la santé. À part ça, le travail du fonds d'investissement, c'est de maximiser les revenus pour avoir plus d'argent pour les actions de la fondation. C'est tout simplement faux de dire que l'on ne pourrait pas faire extrêmement bien en investissant dans des entreprises qui se soucient juste un peu des conséquences de leurs activités. Bill Gates, seul maître à bord, à la tête de la plus puissante fondation de l'histoire, le milliardaire est aujourd'hui influent comme un chef d'État, capable d'imposer ses choix de développement à des pays et même à des continents entiers, sans aucun contre-pouvoir. Retour en Afrique, où nous avons rendez-vous dans le plus grand centre de recherche agronomique du Kenya. Un endroit sous haute surveillance, car c'est ici que sont développées les semences de demain. Celles qui doivent assurer la sécurité alimentaire de toute cette région du monde. Vous devez mettre ça pour la sécurité. Vous savez, le pollen de ces fleurs, vous pourriez en emmener à l'extérieur. C'est une des choses qu'on veut éviter. C'est juste la procédure. Mais alors, quelles sont ces plantes qui risqueraient de contaminer l'environnement? C'est du coton qui a été transformé par l'introduction d'un gène qui vient d'une bactérie que l'on trouve dans le sol, la Bacillus thuringiensis. En clair, le Kenya procède ici à des expérimentations sur les OGM. Mais au Kenya, et dans presque toute l'Afrique, les OGM ne sont pas autorisés pour l'instant. Alors le docteur... Vous avez vu les OGM. Et je vous avais fait un truc avant où j'avais parlé des poulets GMO. Hein? Génétique. Donc vous voyez, ils font des recherches même au Kenya. GOM. Hein? GOM. Mais qui sont que des trucs de génétique. Donc vous voyez, ils sont en train d'aller dans plusieurs domaines de la destruction de la vie humaine en Afrique. Mais il faut que le peuple africain ouvre les yeux. Regardez les poulets que le KFC font. Mais, attendez, mais j'ai fait un direct, non? Hein? KFC ou McDonald's ou Quick. Pourquoi ils me contactent pas? Mais parce qu'ils savent que ce que j'ai eu à faire, les vidéos où j'ai parlé des histoires, mais ils savent que c'est la vérité. Donc c'est pour vous dire, peuple africain, il faut que les yeux s'ouvrent grandement. Il faut que les gens fassent attention. Nous vivons dans un monde. Nous sommes en guerre. L'être humain noir, s'il ne fait pas attention, nous allons perdre l'Afrique et nous allons être des gens qu'ils vont effacer de la surface de la terre. Donc ouvrons grandement les yeux, grandement. On va repartir. Ouattara espère que ses recherches vont faire évoluer la loi, et pour cela il peut compter sur un soutien de poids. Bill Gates. Oui, Bill Gates, à travers différents projets et des institutions, a donné de l'argent pour les recherches sur les OGM. Pour moi, c'est juste en reconnaissance des bénéfices que les OGM peuvent apporter à l'Afrique. La Fondation Gates investit notamment 35 millions d'euros pour développer du maïs transgénique au Kenya et dans d'autres pays africains. Mais les OGM sont un sujet sensible pour Bill Gates. Il ne l'évoque que très rarement et devant un public choisi comme celui du Forum économique de Davos l'an dernier.
Êtes-vous pour ou contre les OGM? Alors, ce que fait notre fondation, c'est que nous finançons des partenaires. Certains font du conventionnel et d'autres font du transgénique. Nous finançons des expertises scientifiques en Afrique. Dans 3 ou 4 ans, si tout se passe comme prévu, il y aura des cultures avec des grands bénéfices. Résistance à la sécheresse, par exemple, car les techniques transgéniques font certainement mieux qu'aucune autre. En Afrique, la Fondation Gates n'est pas la seule à tenter d'introduire les OGM. Alors que nous allons partir, le docteur Ouattara a de la visite. Un homme un peu embarrassé par notre présence. Ils veulent te demander quelque chose. Vous travaillez pour Monsanto? Oui, Monsanto, c'est le leader mondial des OGM. nous travaillons en partenariat avec la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique et les instituts de recherche au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Et c'est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Par qui? Par la Fondation Gates. La Fondation Gates, partenaire du géant Monsanto pour l'introduction des OGM en Afrique. Étonnant. Car Monsanto n'est pas exactement une entreprise philanthropique. Cette multinationale est le leader très controversé des OGM sur la planète, 90% du marché. Contesté pour son quasi-monopole, ses méthodes et son lobbying agressif.